pas grave de faire une erreur. Nous, on dit dans le jargon, fail often, fail fast, fail cheap, fail, but learn. En d'autres mots, c'est pas grave de faire des échecs, mais l'important, c'est de rapidement tirer les conclusions. Puis, si on essaie quelque chose, c'est pas après avoir dépensé 5 millions ou 20 millions qu'on se rend compte que ça ne fonctionnera pas. Il faut s'en rendre compte avec peu, mais mieux vaut essayer rapidement, surtout dans un domaine où il y a beaucoup de place pour l'innovation. Germain Lamonde, vous êtes président du conseil et fondateur de Exfo, un fleuron québécois installé depuis 1985. L'organisation qui génère plus de 400 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui a vécu des chapitres fascinants dans son existence, entre la bulle technologique des années 2000, votre entrée en bourse par la suite et votre sortie du marché public il y a 2 ans maintenant. On peut dire que votre entreprise a une histoire fascinante qui mérite d'être discutée. Germain Lamonde, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine de l'invitation, ça me fait grandement plaisir. Et Monsieur Lamonde, afin de bien situer nos auditeurs, est-ce que c'est possible pour vous de nous expliquer ce que Exfo fait de manière quotidienne? J'essaie de le faire d'une façon digestible et intelligible, si on veut. Donc, c'est une boîte de technologie. Je ne parlerai pas de tout ce que l'on fait du point de vue de la technologie, mais essentiellement, 3 divisions. Une première, on fournit des appareils de test à tous les grands opérateurs télécoms sur la planète, donc tous les bels à travers le monde. Les 95 des 100 plus grands opérateurs sur la planète, les AT&T, les Verizon, et ainsi de suite, utilisent nos appareils pour construire les réseaux de prochaine génération, donc que ce soit la fibre à la maison, que ce soit les antennes 5G, que ce soit les centres de données cloud, on utilise beaucoup les centres de données maintenant, et ainsi de suite. Donc, partout où il y a des télécoms qui s'installent, nos produits sont extrêmement importants, tant pour la fibre que la haute vitesse que pour le centre, et ainsi de suite. On a une division qui fournit l'intelligence, découvrir tout ce qui se produit dans un réseau en temps réel et donner l'intelligence pour permettre, dans bien des cas, d'éviter qu'il y ait des problématiques. Donc, par intelligence artificielle, on découvre des anomalies ou des nouveaux comportements. On essaie d'identifier les causes avant même que les réseaux puissent être impactés. Alors, c'est une deuxième division. Une troisième division dans laquelle je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais où on aide essentiellement les forces de l'ordre à garder un milieu qui est sain, qui est donc un peu d'antiterrorisme. En fait, c'est de la sécurité nationale qui se vend à tous les grands spécialistes de cette industrie-là, qui sont les CIA et les FBI de ce monde, mais à l'intérieur des pays alliés. Donc, on aide à garder la planète plus sécure, plus sécuritaire. Vous avez évolué depuis bientôt 39 ans maintenant avec Exfo. On va faire un petit retour en arrière. Monsieur Lamonde, vous êtes ingénieur physicien de formation. Peut-être une question pour commencer. Quelle était votre vision pendant vos études? Est-ce que c'était clair pour vous? Vous vouliez vous lancer en affaires ou c'était peut-être par hasard que tout ça s'est lancé? Ah non, c'était vraiment très clair que j'allais me lancer en affaires un jour. Ça, pour moi, ça a toujours été clair. J'ai eu des business très jeunes, de toutes sortes d'affaires différentes, d'élever des lapins, à faire de la disco, à organiser des voyages de ski alpin en Europe. J'ai organisé toutes sortes d'affaires. J'étais vraiment un organisateur. Pour moi, c'était clair que j'allais un jour devenir entrepreneur. J'ai découvert, en fait, par hasard, un tout petit peu la planète alors que j'avais environ 18 ans, où j'ai eu la chance de travailler dans une centrale nucléaire en Ontario. J'étais le seul francophone, le seul vrai caucasien, blanc, d'origine, enfin, et tout. Alors qu'on était 65 étudiants, tous les autres étaient des immigrants de première, deuxième génération. Et là, moi, ça a été un changement de paradigme pour moi. J'ai découvert la planète, j'ai découvert les cultures, j'ai découvert les langues, j'ai découvert plein de choses. J'ai appris mon anglais, curieusement. Je parlais pas anglais, j'avais 18 ans. Mais dans une business comme la mienne, évidemment, tout se fait en anglais. J'ai appris un peu mes bases d'espagnol. J'ai découvert vraiment la beauté de parler avec des Vietnamiens, avec des Grecs, avec des Japonais, avec plein de gens. Et là, j'ai découvert la beauté de cet univers-là. Pour moi, la diversité, le côté planétaire, on le voit un peu derrière moi, le côté de la planète, pour moi, c'est super important. Donc, ça a orienté le fait que ma business serait un jour une business globale. Fait que j'ai pris cette décision-là, j'avais à peu près 18 ans. Je savais pas encore ce serait quoi. Mon intention était de travailler pendant au moins 4, 5, 6 ans, prendre un peu d'expérience avant de démarrer mon entreprise. Mais l'hasard a voulu finalement qu'à la fin du baccalauréat en génie physique Polytechnique Montréal, je suis venu à Québec faire une maîtrise en optique au moment où je travaillais à la fois comme ingénieur dans une entreprise et en même temps à faire ma maîtrise. L'occasion s'est présentée directement. Donc, je n'avais pas encore terminé ma maîtrise quand j'ai démarré Exfo. Et l'histoire nous dit que vous lancez Exfo
avec 100 dollars dans vos poches. Vous me disiez également dans un autre appel que pour bien financer l'organisation au départ, survenir à votre vie quotidienne, vous avez fait un petit peu de consultation pour s'assurer que l'entreprise soit capable de gagner en vélocité. Peut-être vous pouvez nous ramener en 1985, nous dire comment cette organisation-là s'est lancée finalement? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, l'entreprise où je travaillais, où j'étais étudiant à la maîtrise, en même temps, je dirigeais, j'étais impliqué dans un projet de développement de lasers de haute puissance, ainsi de suite. Et puis, mon projet de maîtrise se terminant, je suis allé voir le président de l'entreprise, puis j'ai proposé d'aller dans un domaine vraiment différent, qui était avant son temps, un peu à cette époque-là, le domaine de la fibre optique et de développer des appareils de test pour la fibre optique. Alors, le président d'entreprise, c'était une diversification, c'était en dehors du focus stratégique pour l'entreprise. Alors, ils m'ont dit, écoutez, non, nous, on n'ira pas là-dedans. Alors, c'est là que j'ai proposé de démarrer l'entreprise, donc de quitter pour démarrer mon entreprise. Et je me suis fait dire, ben écoute, le jeune, tu vas te casser la gueule. Alors, pour un entrepreneur, je pense, de dire que tu vas pas réussir, c'est probablement la plus grande source de motivation. Ça, c'était vraiment super intéressant. Avec un partenaire, on a démarré avec effectivement 100 dollars d'entreprise dans mon appartement. On a réinvesti les profits annuellement, constamment. On a développé l'entreprise assez rapidement. Mais au tout début, pendant les premiers 18 mois, pour être capable de rembourser mes prêts étudiants, de survivre un petit peu, je viens pas d'une famille fortunée. Donc, il me fallait pour moi là, de quand même monter des revenus. Donc, on développait les premiers produits le soir. On faisait de la consultation le jour pour amener des lasers, amener de l'optique sur des lignes de production. Donc, c'était un peu le démarrage pendant environ 18 mois. Après 18 mois, le premier produit était tout un pratique prêt. Alors, on a mis de côté la consultation, puis on s'est lancé vraiment tête basse, là, strictement, mais c'était vraiment le but. La consultation, c'était strictement pour rentrer quelques sous en attendant pour nous permettre de manger, là, si on veut. Et là, vous avez, par la suite, fait de la croissance à vitesse grand V. On va essayer de situer un petit peu l'audience. Vous commencez avec 100 dollars. Eh bien, 15 ans plus tard, c'est 100 millions de dollars que vous faites en chiffre d'affaires, donc croissance excessivement rapide. On a eu des gens qui sont venus sur le podcast, Monsieur Lamonde, qui nous disaient que l'hypercroissance, et je pense que le terme est bon ici, c'est souvent ce qu'on appelle un chaos désordonné qui finit par s'ordonner. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la dynamique de votre équipe, des gens autour de vous pendant cette croissance fulgurante? Parce que là, les gens ont peut-être été un peu étourdis avec tout ça. D'abord, je dirais simplement, mon premier regret, c'est qu'au lieu de mettre 100 dollars, j'aurais dû en mettre 1000. Peut-être que l'entreprise aurait monté 1 milliard. Mais ça, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné de cette façon-là. En fait, c'est curieusement, il y a eu une grande confiance de l'ensemble de l'équipe dans un petit jeune qui sortait de l'université, qui n'avait pas d'expérience, mais qui inspirait probablement confiance d'un sens. Alors, ça m'a permis d'attirer, je dirais, beaucoup de gens avec beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'ai appris très jeune aussi que la meilleure chose qu'on puisse faire comme entrepreneur, c'est de s'entourer de gens beaucoup plus compétents que soi-même. Alors, moi, j'aime dire que je suis incompétent également dans un très grand nombre de domaines. Je suis pas un expert de rien ultimement, mais il faut savoir assez pour avoir un peu de jugement sur tous les secteurs. Alors, on s'est entouré correctement, on était capable de générer la croissance. La croissance sur les 15 premières années était en moyenne de 65% par année en moyenne. La réalité, c'est qu'on réinvestissait l'ensemble de nos profits. La croissance générait quand même de la profitabilité, mais une entreprise en croissance a besoin de cash flow, donc on était toujours tout à fait limite, mais correct. On réinvestissait nos profits à 100% avec un salaire personnel qui était très, très bas. J'étais longtemps le plus bas salarié de l'organisation. Mais c'est un peu la façon dont on a pu le démarrer. On a fait une année à 35% de croissance et je trouvais que c'était assez épouvantable. C'était une année ratée. Je trouvais qu'on l'avait manqué un tout petit peu. On a appris évidemment par la suite, ça fonctionne pas toujours de cette façon-là, mais quand même, il reste que moi, j'ai appris que chaque fois qu'on doublait l'entreprise, c'était un nouveau mode de gestion. Donc, de prendre pour acquis que lorsqu'on pense qu'on a trouvé la recette magique, on l'a pas encore parce que l'année d'après, si on a presque doublé encore, c'est une nouvelle façon de gérer. Alors, j'ai toujours eu l'honnêteté à chaque année de faire mon auto-évaluation comme si j'évaluais mes collègues. Alors, je me disais, si j'avais embauché un CEO pour Exfo, est-ce que c'est lui le gars que j'engagerais? Fait que là, je faisais mon évaluation personnellement sur papier, puis je disais, ah non, il est pas assez bon là-dedans, il est pas assez bon là-dedans, il est bon dans ça, il est bon dans ça. Alors, ça me donnait mes objectifs que je me faisais sur une base perso, puisque j'avais pas vraiment un patron. Donc, c'est un peu le mode de croissance, le désordre. On a mis des structures, des process. À mesure qu'on avançait, on avait des besoins d'avoir des outils de gestion qui étaient différents. Une entreprise qui développait 1 ou 2 produits par année, une entreprise qui en développe 20 ou 30 par année,
Alors, il fallait avoir des structures de gestion de portefeuille, de gestion de trésorerie, de gestion. Donc, graduellement, on a structuré. J'ai toujours adoré lire. Donc, dans des livres, souvent, je partais en vacances avec 2 problèmes et je partais avec 3 livres. Je revenais avec les solutions. On a implanté les solutions essentiellement. Et tout le monde était extrêmement réceptif. C'est ce qui fait que il y avait c'est une espèce de grande famille encore aujourd'hui Exfo et les gens ont toujours été capables de dire, OK, ça marche. On apprend. C'est pas grave de faire une erreur. Nous, on dit dans le jargon, fail often, fail fast, fail cheap, fail, but learn. Tu sais, en d'autres mots, c'est pas grave de faire des échecs et c'est important d'en faire maintenant. On va jusque-là. Mais l'important, c'est de rapidement tirer les conclusions. Puis, si on essaie quelque chose, c'est pas après avoir dépensé 5 millions ou 20 millions qu'on se rend compte que ça fonctionnera pas. Il faut s'en rendre compte avec peu. Mais mieux vaut essayer rapidement, surtout dans un domaine où il y a beaucoup de place pour l'innovation. J'adore cette idée, cette vision d'itération continue. J'aimerais rebondir un petit peu, M. Lamonde, sur le volet croissance. Vous nous parlez un petit peu de l'équipe, mais là, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez compris que les autres n'ont pas compris? Parce que si on passe de 0 à 5, 10 millions, bon, OK, c'est une belle croissance, mais d'autres organisations l'ont fait. Mais là, vous atteignez 100 millions en 10, 15 ans. Vous avez certainement été capable de trouver un mécanisme qui vous permet d'aller chercher continuellement de la clientèle. Je serais curieux de vous entendre ici. C'est une très bonne question, Antoine. Je dirais, s'il y a une chose qui est une particularité d'Exfo, probablement, c'est on croit énormément dans l'innovation. Mais l'innovation, pour moi, puis je dirais pour tous les exposiens qui font partie de l'organisation, pour nous, l'innovation, ça se mesure pas en nombre de brevets, ça se mesure pas on a inventé quelque chose et puis ça se mesure pas nécessairement en technologie. Est-ce qu'on est capable d'amener des solutions au marché qui vont régler un problème tel et qu'on va être capable de commercialiser d'une façon suffisamment agressive qu'on va pouvoir transformer l'idée en part de marché. Alors, pour moi, c'est une phrase que j'ai répétée tout le long de ma vie, puis je vais sur ma pierre tombale, si un jour je pense pas que je serai enterré avec une pierre tombale, mais ceci étant dit, pour moi, s'il y a une idée maîtresse du succès d'Exfo, c'est l'innovation au centre de tout, mais l'innovation qui doit se convertir en part de marché. Si on invente de quoi de bien brillant, mais ça donne rien au niveau commercial, ça floque. Ça, on n'est pas tellement fort pour regarder des choses comme ça. Donc, pour nous, le processus d'innovation, c'est d'être les premiers à avoir une idée qui règle un problème, dans bien des cas que même le client aurait de la difficulté à élaborer. Dans bien des cas, le client nous exprimait ses problèmes dans des mots qui étaient pour nous des sources d'inspiration, mais qui n'étaient pas la réponse. En d'autres mots, le client, s'il nous dit exactement ce qu'il a besoin la plupart du temps, il nous disait, écoutez, ça nous prend un produit qui est 20% moins cher, 20% meilleur. On n'a pas inventé la voiture en fouettant les chevaux 20% plus fort. Il faut sortir de ça. Fait que là, il faut dire, non, le client, ce qu'il veut, dans le fond, c'est un moyen de transport qui est plus efficace, plus rapide, plus d'autonomie, plus de ci, plus de ça. Mais la réalité, l'innovation, c'est souvent de prendre la problématique, de la convertir dans une idée commercialisable, mais de la commercialiser à vitesse grand V, d'être très fort dans l'ensemble de l'exécution. Et puis, pour la convertir en part de marché, essentiellement, c'est que si on a la chance d'avoir l'idée avant tout le monde, ça n'arrive pas toujours, c'est rare. Alors, prenons pour acquis qu'on va partir en même temps que quelqu'un d'autre sur la planète, surtout dans un contexte connecté comme on connaît aujourd'hui, qu'on part en même temps que quelqu'un d'autre avec une idée qui est disruptive, qui est innovatrice, qui est différenciée. C'est comment on va réussir, nous, à amener ce produit-là au marché puis en faire vraiment une innovation qui va nous permettre de faire mieux en part de marché que nos concurrents. Et pour moi, on vise toujours la position numéro 1. On joue pour gagner, on joue pas pour jouer. Alors, ça, c'est vraiment dans la culture exposienne. Les gens le répètent, les gens m'ont entendu, tout le monde le dit. On joue pas pour jouer, on joue pour gagner. Alors, l'idée, dans bien des cas, c'est d'être capable de bien identifier l'idée, de bien positionner la valeur du produit, de l'exécuter à une vitesse grand V, mais au moment où elle est prête, un peu comme le sprinter de 100 mètres aux Olympiques, au moment où il y a le coup de pistolet, c'est pas le temps de dire, oups, la course commence, je vais attacher mes souliers, puis faudrait que ça soit pas mal. Non, au moment où on lance l'idée, pour nous, c'est d'exécuter l'ensemble de la préparation du développement de produits, de préparer tout l'ensemble de nos réseaux commerciaux qu'on a sur la planète, de faire des pré-introductions auprès d'un grand nombre de clients sur une base confidentielle. Le jour où on a lancé certains de nos plus grands succès commerciaux, on avait déjà signé confidentiellement des ententes avec 2, 3, 5 ou 10 des plus gros clients sur la planète. Alors, on faisait un communiqué de presse et déjà, on a plein de très gros clients. On prend la compétition par surprise. Alors, si on veut vraiment remporter des parts de marché, c'est catch the market by surprise, by storm. Il faut vraiment être très fort de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on est capable de convertir une idée, dans certains cas, simple. Nos plus grandes innovations
Ça n'a pas toujours été des inventions technologiquement super complexes. Certaines de nos meilleures innovations étaient des idées très simples. On a juste saisi comment mieux régler le problème du client, puis on l'a exécuté. Exécuté, pas juste développement, mais un lancement au marché qui est nickel, qui fait en sorte que très rapidement, on a pris 20 ou 30% du marché mondial. C'est trop tard pour que nos concurrents nous rattrapent. C'est un peu ça. Ça m'a l'air d'être une recette un petit peu tout ça. Et bon, là, vous m'ouvrez la porte. Êtes-vous capable de nous décortiquer une de ces situations-là? En 38 ans, il a dû en avoir un produit que vous êtes fier de, bien entendu, son idéation, son travail interne, mais bien entendu également sa commercialisation. Peut-être vous pourriez nous donner des anecdotes. J'en aurais 20 à donner. On pourrait faire le podcast strictement que là-dessus. On va en choisir une. On va choisir juste une qui va être très simple à comprendre pour les auditeurs. Alors, essentiellement, vous imaginez les techniciens de Bell Canada qui veulent déployer un réseau fibre optique dans les premières années où la fibre optique est encore inconnue. Et là, on veut avoir plus d'une longueur d'onde, plus d'une couleur. Donc, parce que les fibres transportent de l'information sur plusieurs fréquences ou couleurs en même temps. Pouvoir transmettre, recevoir, ça exigeait, et ce, à plus d'une longueur d'onde, ça exigeait que les deux techniciens, à chaque extrémité, se coordonnent d'une façon vraiment importante. Donc, pour faire ce travail-là, on était déjà pré-téléphone cellulaire ou presque, où les cellulaires étaient encore très chers. Il fallait prendre une fibre optique pour pouvoir faire de la communication, pour que les deux techniciens se parlent sur une fibre, le temps qu'il en teste une autre. Alors, durant un lunch avec le client m'explique son idée, son concept. Je dis, écoute, c'est super intéressant, super intelligent. Là, tranquillement, j'amenais par l'enseignement, par la maïeutique, si on veut, j'ai amené des questions en disant, ultimement, avec 3-4 questions pour dire pourquoi c'est pas les appareils qui, eux, se parlent, puis dans le fond, pourquoi on va pas automatiser. Les deux appareils vont être en communication en faisant le travail ensemble, ce qui vient de faire en sorte que tester une fibre, au lieu de prendre 1 heure avec deux techniciens, ça va prendre deux techniciens beaucoup moins expérimentés. Les appareils vont faire le travail en 5 minutes. Fait que je lui ai exposé ça tranquillement, je lui ai donné le bénéfice de l'idée. Il a trouvé que son idée, elle était vraiment très bonne. Pendant tout le processus de développement de l'idée, en fait, tous les mois, il m'appelait pour voir quand est-ce que son produit allait arriver au marché. Alors, on s'est rendu compte que l'idée de donner la propriété de l'idée au client, c'était la meilleure chose à faire. On a fait la même chose avec plusieurs autres clients en parallèle, à qui une discussion, on les a amenés là-dessus, on les a amenés à avoir eux-mêmes cette même idée-là. Alors, au moment du développement, j'avais déjà 6 ou 7 clients qui déjà avaient acheté le produit. J'avais des commandes en millions de dollars. Et on a breveté l'idée, bien sûr, et on est à 50% du marché mondial de ce genre de produit-là, par exemple. C'est un exemple de comment on était capable d'aller chercher une idée. On n'a pas inventé la technologie de faire de la communication sur une fibre. On a trouvé l'application intéressante et on l'a exécutée, on l'a amené les premiers au marché et puis on est la référence mondiale. On a une réputation d'amener ce genre de solution, on dit en anglais disruptive. On a des exemples comme ça, je pourrais en donner pendant les prochaines 2 heures. Donc, on se trouve des précommandes, on va dire par la porte de côté. On construit la technologie par la suite derrière. On est capable de l'amener sur le marché. Je vous ai entendu dans plusieurs entretiens, M. Lamonde, le dire. On est numéro 1 dans plusieurs catégories. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que Exfo est capable d'être des joueurs mondiaux dans certaines catégories? Tout à fait. Pour moi, je pense que c'est très important de bien choisir ses niches comme entrepreneur. Mais évidemment, tout dépend des visées qu'on va avoir. Dans beaucoup de marchés aujourd'hui, on peut-être, si vos auditeurs sont dans certains marchés où, par exemple, le marché est relativement local et la concurrence internationale est peu importante, c'est pas aussi critique. Mais de plus en plus, en fait, les domaines qui sont sécures, où il n'y a pas de concurrence internationale, il y en a de moins en moins. Donc, pour moi, je pense que Exfo a démarré sur des niches très étroites. On élargit nos niches au fil des années. On a choisi des marchés de plus en plus grands. Mais on a toujours tenté d'arriver avec une stratégie pour dire il faut être dans les 2 ou 3 premiers parce que c'est nous qui avons le plus d'argent qu'on peut mettre en recherche et développement pour amener les prochaines générations de produits, et ainsi de suite. Celui qui est derrière, qui est le 5e, le 10e, a beaucoup de difficultés à demeurer compétitif. Alors, c'est un peu un avantage, on dit unfair, c'est un avantage injuste qu'on essaie de se donner en étant dans les marchés dans lesquels on choisit d'agir, d'être un joueur important. Il y a une prime au vainqueur au final, si on est capable d'être premier, d'avoir des ressources qui nous permettent de continuer à innover. Bon, il y a ces années de croissance qui sont totalement fantastiques. On le redit, en l'espace de 10-15 ans, vous atteignez 100 millions de chiffre d'affaires. Et là, pour la première fois, ça intègre certaines montagnes russes. Vous me disiez qu'au début des années 2000, avec ce qui s'est déroulé dans le domaine technologique, vous vivez un premier pas de recul, un pas de recul qui a été sensiblement difficile pour votre organisation. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Ben, écoutez,
passé. Donc, on a fait une croissance en accéléré de 85 jusqu'à 2000. À l'été 2000, on devient une entreprise cotée en bourse, donc listée sur Toronto et Nasdaq. Donc, on devient tout fier. Un des lancements d'entreprise qui a des lancements publics énormément d'impact. La valorisation en bourse est passée dans plusieurs milliards dans termes de valorisation. Et puis, les choses vont super bien, sauf qu'on commence à sentir qu'il y a un certain épuisement dans le marché. On se rend compte, en réalité, c'est l'époque où, pour plusieurs auditeurs, on va se rappeler que l'industrie des télécommunications a eu, et à la fin de l'année 2000-2001, a eu vraiment un contre-coup très difficile. Nortel, des milliers d'entreprises ont eu des difficultés majeures. Donc, pour la première fois, Exfo fait face à une situation pas tout à fait évidente dans laquelle on a dû faire des mises à pied vraiment importantes. On a dû faire des choix vraiment importants. Et quels sont les secteurs dans lesquels on croit que la croissance va s'accélérer? Donc, essayer de regarder les 5 ou les 10 prochaines années. Quels sont les pays dans lesquels on va être vraiment présent? Parce que déjà, on a pris donc des choix de se retirer de certains pays où on avait commencé à faire des pénétrations. Faut voir Exfo comme une entreprise qui fait affaire à l'échelle mondiale. Donc, il y a des marchés qu'on a considérés plus porteurs pour des raisons économiques, géopolitiques, ainsi de suite. On a fait beaucoup de choix difficiles rapidement. Il a fallu se départir malheureusement de beaucoup de nos effectifs, ce qui était pour moi ma plus grande motivation derrière Exfo a toujours été de créer des emplois de qualité et d'amener le Québec un peu ailleurs de point de vue économique. Si on veut, je tentais d'amener une petite contribution. Une bonne contribution. Bon, au fil des années, on a fait peut-être quelques milliards en salaire qu'on a versé ici au Québec. On en est fiers, c'est bien. Mais c'est de l'argent qu'on est allé surtout chercher à l'extérieur, parce qu'on a fait environ 8 milliards à l'export. On a peut-être fait 100 millions de chiffre d'affaires au Québec depuis la fondation. C'est pas sur 100 millions qu'on a versé des milliards en salaire, c'est parce qu'on est allé à l'export. Ça, pour moi, c'est la vraie création de richesse. Donc, il a fallu faire des mises à pied. Ça, c'était difficile. On l'a fait le mieux possible. Une des choses qu'on a fait, entre autres, c'est qu'on a aidé nos gens à se placer, à se trouver des emplois. On a gardé notre équipe de recrutement parce qu'on recrutait à une vitesse grand V pour la croissance. Il a fallu cesser la croissance et d'aller dans une décroissance majeure. Près de la moitié de nos effectifs, on a dû laisser aller en peu de temps. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre nos effectifs de recrutement, de les mettre au service de nos employés pour les aider à se trouver un emploi. On a fait des publicités dans les journaux en disant qu'on avait les meilleurs talents à offrir, ce qui est complètement difficile, mais on trouvait que c'était la bonne chose à faire pour nos employés. Et puis, assez rapidement, après 2 ans, 2 ans et demi, on a repris le chemin de la croissance sur des nouveaux marchés, des nouveaux créneaux, des nouvelles idées, des nouvelles innovations. On avait tellement aidé les gens à se trouver des emplois que tout le monde nous disait, écoutez, le jour où il y aura des opportunités chez Exfo, moi, je veux revenir. Fait qu'effectivement, on a réembauché beaucoup de ces gens qu'on a dû laisser aller, là, malheureusement. Alors, ça a été un peu notre passage difficile 2001, 2002, 2003, où on a fait face à une vague de l'industrie. C'était pas nous, c'était tout le monde de l'industrie. Mais on a passé à travers avec brio parce qu'on a repris le chemin de la croissance très rapidement. Vous l'avez mentionné, cette vague de décroissance s'est faite après votre entrée en bourse qui a eu lieu au début des années 2000, littéralement au début de l'année 2000. Avant ça, vous étiez une entreprise privée. Je serais curieux de vous entendre ici, M. Lamonde. Un dirigeant d'entreprise, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont des présidents d'entreprises privées, d'entreprises publiques également. Comment le rôle du dirigeant change? Parce que là, maintenant, on doit peut-être travailler un petit peu plus à l'externe. On a des résultats financiers à sortir à tous les trimestres. Il y a un petit peu de marketing à faire autour de notre organisation quand les résultats sortent. Comment le rôle du président change quand on passe d'une entreprise privée à une entreprise publique? C'est une très bonne question. De résumer sur une réponse courte, je dirais que il n'y a pas une façon unique. Chaque personne le fait un peu à sa façon. Moi, j'ai toujours pensé que la force d'un dirigeant dans une organisation, c'est quand même la proximité avec ses gens, c'est d'être capable de mobiliser les équipes, et ainsi de suite. Donc, le rôle interne est très important. Mais par la force des choses, quand on devient public, on a aussi des relations à maintenir avec nos investisseurs, et ainsi de suite. Et on a des résultats trimestriels à livrer. Alors maintenant, à quel point dans une entreprise publique, on veut diriger l'organisation sur une base trimestrielle, sur une base stratégique plus long terme. Alors, nous, on a fait le choix de demeurer une entreprise qui donnait des réponses sur des enjeux long terme. J'ai souvent refusé de commenter des variations de 0,2% de la marge de trimestre 2 jusqu'au trimestre 3. Je disais, c'est pas relevant. C'est pas ça qui est important. Voilà où est-ce qu'on va. Voilà où on peut être dans 1 an, dans 2 ans. Mais ça, c'est pas toujours nécessairement la bonne réponse non plus. Il faut quand même réaliser que c'est un équilibre qu'il faut garder entre le court terme et le long terme. Puis il faut être capable d'atteindre nos objectifs long terme tout en faisant attention au court terme. C'est un sain exercice de balance qu'on a tenté de faire, mais tout en gardant une proximité auprès des gens. Je crois beaucoup qu'il faut jamais
perdre l'accessibilité, l'humilité, d'être près de sa gang, de son organisation, de ses dirigeants, de bâtir des équipes qui sont vraiment pérennes. C'est vraiment ce qui est l'histoire d'Exfo, ce qui est encore l'histoire d'Exfo, ce qui est la beauté d'Exfo. On a fait ça chez nous, avoir le sang bleu, pas parce que ma chemise est bleue aujourd'hui, mais simplement, c'est la couleur du logo Exfo qui est bleu. Alors, d'avoir le sang bleu, comment on inculque à une organisation d'avoir le sang bleu, comment on crée cette culture de sang bleu. Pour moi, ça fait partie des éléments de base sur lesquels il faut toujours garder l'équilibre qui est juste, mais la justesse, elle est très personnelle. Il n'y a pas de réponse absolue à tout ça. Les leçons qui ressortent d'être un président d'une entreprise publique, parce qu'on va y venir dans quelques minutes, vous avez pris la décision il y a 2 ans de ça de sortir du marché public et de redevenir une organisation privée. On essaiera de décortiquer les raisons, les réflexions derrière ça, mais avant toute chose, les leçons que vous avez tirées, que vous pourrez peut-être partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui d'être un dirigeant d'une entreprise publique. Qu'est-ce que vous referiez de manière similaire? Et peut-être, qu'est-ce que vous changeriez dans votre approche? Il n'y a pas beaucoup de choses que je changerais, puis c'est pas tellement mon style d'avoir des regrets non plus. Alors, je suis pas la meilleure personne de ce côté-là pour, je suis capable de dire qu'il faut changer, il faut évoluer, mais pas tellement dans le regret. Je donnerais, moi, comme conseil, personnellement, c'est une question qu'on m'a posée souvent, des entrepreneurs qui ont des entreprises qui sont des belles entreprises qui ont un bon potentiel, ainsi de suite, puis on se demande souvent, est-ce qu'on va aller public ou pas? Il y a une perception très trendy, c'est cool. Il y a un côté flatteur de dire qu'on est président d'une entreprise publique, ainsi de suite. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde, surtout pour pas toutes les entreprises. Alors, une entreprise qui va se financer sur le marché public dans un contexte de 2023. En 2000, déjà, les choses avaient commencé, mais il y a eu des grands scandales qui se sont passés dans le marché financier. On parle du côté américain, entre autres, je peux en nommer toute une série, qui ont fait en sorte que les règles de gouvernance sont devenues extrêmement lourdes. Alors, les coûts d'être une entreprise publique maintenant sont énormes et les gens ne le voient pas nécessairement. Donc, les inconvénients d'être une société publique aujourd'hui versus ce que c'était en l'an 2000 ont vraiment explosé. Que ce soit les Sarbanes-Oxley ou toutes les règles de gouvernance après les scandales qui se sont produits font en sorte que le niveau d'analyse est énorme. De plus, je dirais que la patience des investisseurs sur le marché public est plus courte. Les investisseurs sont beaucoup moins des investisseurs. Je mets de l'argent dans une entreprise pendant 1 an, puis je vais voir ce que ça va donner. C'est beaucoup plus à la journée, à la semaine, tout au plus, là, si on veut. Mais donc, dans cette gestion-là, je dirais que pour beaucoup d'organisations, il faut avoir les reins solides un petit peu. Et il faut être certain que l'équipe est capable de gérer les pressions qui viennent avec. Alors, les coûts pour une entreprise comme Exfo étaient à la fin de l'ordre d'à peu près 4 ou 5 millions US par année juste de demeurer listé. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais en fait éventuellement privatiser. Mais je donne surtout le conseil, avant d'aller public, là, parler à d'autres CEO d'entreprises qui sont publiques pour vérifier si vous cochez toutes les cases qui font en sorte que, oui, ça vaut la peine. Parce que si on ne génère pas une hyper-croissance, c'est très difficile de maintenir un intérêt dans un stock. Alors, moi, personnellement, on m'a posé la question une vingtaine de fois. Il y a une fois, je pense que j'ai recommandé à l'entreprise, ben oui, allez-y, c'est vrai, c'est la bonne chose. Mais la plupart du temps, là, la réponse, c'est non, pour telle et telle raison, il ne faudrait pas y aller, selon moi. Ben alors, là, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, il faut y penser sérieusement parce que c'est un coût énorme, c'est une transformation radicale à une organisation. Ça change vraiment la vie pour une entreprise. Comme ça change la vie de redevenir privé. J'en doute pas. Puis je vais vraiment vouloir qu'on décortique ce sujet après parce que je pense qu'il est assez fascinant. Mais selon vous, Monsieur Lamonde, c'est quoi une organisation en hypercroissance qui peut rentrer dans le domaine public? Est-ce que c'est une organisation qui, à chaque année, est capable de démontrer une thèse de 35, 40, 50%, 2X, 5X? Qu'est-ce qu'on définit vraiment comme une organisation en hypercroissance, selon vous? En fait, il y a plusieurs règles du pouce. Je vais en donner une simple. En fait, c'est la règle du 30%, du 40% ou du 50% versus du 5 ou du 10%. Donc, si vous prenez votre pourcentage d'EBITDA et plus votre taux de croissance, si vous faites moins 10% d'EBITDA, vous faites 40% de croissance, vous êtes une entreprise à 30%. Alors, la règle est simple, là. Donc, il faut un pourcentage qui est élevé. Si on est une entreprise qui est à 10 ou 20%, puis c'est pas dans les dernières années. Il faut être sûr qu'on est capable de soutenir ce rythme-là pendant les années à venir. Donc, il faut vraiment avoir une capacité qui est évidente. Et puis ensuite, il faut vraiment garder à l'esprit que l'aide publique, c'est un moyen de financer une organisation. Aujourd'hui, en 2023 versus 2020, l'accès à des capitaux privés est beaucoup plus facile que ça l'était. Il y a tellement de private equity, excusez l'expression en anglais, mais il y a les caisses de dépôt. Les capitaux sont disponibles pour les bonnes entreprises. Alors, je pense que dans beaucoup de cas,
c'est beaucoup plus facile de gérer avec des partenaires financiers que gérer l'opinion que va se faire tout le monde, monsieur et madame Tigeau, chaque matin quand ils vont regarder ces actions de l'entreprise. Alors, c'est pour ça que je pense que pour la grande majorité des organisations, c'est pas nécessairement le meilleur véhicule. Alors, je perds des amis en disant ça qui sont dans le monde mais je suis convaincu des opinions là-dessus. Et parlons-en. Vous prenez la décision en 2021, après 21 ans sur le marché public, de reprivatiser l'organisation, plutôt de privatiser l'organisation une deuxième fois. Les raisons, les réflexions et même nous dire également au niveau du financement comment vous y êtes pris, parce que je pense que vous avez quasiment repris l'entièreté de l'organisation à vous-même, là. Écoutez, Expo est un cas unique. Et c'est ce que je crois aussi, là. Ouais, non, je veux pas dire ça pas de façon prétentieuse. C'était un cas rare d'une organisation qui, au moment de son IPO, avait eu très, très peu de dilution. Donc, Expo est une organisation qui était publique, dont j'étais actionnaire aux 2 tiers. Donc, Au moment de l'émission publique? Au moment de l'émission publique, j'étais plus wow. que ça en réalité. Là, c'était plus comme 95 ou whatever. Au moment de la privatisation, j'avais à peu près les 2 tiers des actions. Et évidemment, une entreprise se gère pour ses actionnaires minoritaires. Donc, toute la gouvernance est en fonction de ça, et ainsi de suite. Donc, c'était un peu complexe de gérer une organisation comme celle-là. Les plans de succession, les plans long terme pour l'organisation devenaient un peu plus risqués. Donc, c'était un peu une réflexion sur une longue période. Je suis pas levé un matin avec l'idée, bon, hey, why not, on embarque là-dedans. C'est un processus qui est long et complexe. Privatiser est beaucoup plus complexe que d'aller public. Aller public, c'est presque un chemin, il n'y a pas d'aller-retour. C'est presque un chemin dans une seule direction. Très peu d'entreprises vont privatiser après l'émission publique. On réalise pas la complexité de privatiser. Moi, je pense qu'il faut y penser vraiment beaucoup avant d'aller public. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Puis, il y a beaucoup plus souvent de meilleures alternatives, plus économiques, plus efficaces. Mais privatiser, pour moi, c'était une façon de pérenniser l'organisation. J'appelle ça mon nationalisme économique. D'un sens, moi, je pense que c'est important qu'on essaie de développer une économie forte de demain. Surtout pour des entreprises québécoises qui sont sur le marché d'exportation, etc. Je pense que c'est important qu'on essaie de maintenir des sièges sociaux québécois. Je suis très fier que le siège social d'Expo est un siège social québécois. 1% de notre chiffre d'affaires est au Québec, 5% au Canada, mais on fait affaire sur la planète. On a des gens dans 25 pays environ, on a des clients dans 120 pays. Alors pour moi, c'était une façon aussi de sécuriser la pérennité de l'organisation à long terme. C'est plus facile pour moi de penser le long terme d'Expo dans un contexte où on est de retour privé. Et là, ça m'amène une réflexion, M. Lamonde. Vous possédez 95% de l'organisation, ou à peu près, au moment de l'émission publique. Vous l'avez mentionné quand vous rachetez l'organisation en 2021 et que vous la ramenez privée, ou plutôt vous rachetez les derniers actionnaires et vous ramenez ça privé, vous possédez 66% de l'entreprise. Ça veut dire que l'organisation, vous l'avez pas tellement financée à l'externe, vous n'avez pas donné d'équité avec des investisseurs. Comment vous y êtes pris pour aller aussi vite? Parce que à la vitesse que vous êtes allé, bien entendu, on réinjecte les profits, je l'entends, mais tout de même, il doit y avoir des enjeux de liquidité à quelque part. Est-ce que les banques vous ont aidé? Comment tout ça s'est mis en place? En fait, toute la croissance de 100 à 100 millions s'est fait en réinvestissant le profit au quotidien, là, tout le temps et au fur et à mesure, d'être très rentable toujours. On n'a jamais eu d'année de non-rentabilité. Et puis, en réinvestissant le profit et en étant parcimonieux, en étant efficace, avec des marges de crédit, on était capable effectivement de se financer jusqu'à l'émission publique. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu d'investisseurs dans la société externe qui sont joints jusqu'aux 100 millions. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un cas unique. On voit de moins en moins ce modèle-là. Moi, ça m'amène d'ailleurs souvent à prendre position. Je suis impliqué bénévolement, je donne un coup de main au gouvernement du Québec, notre ministre de l'Économie. Je pense que c'est vraiment important qu'on essaie de développer l'entrepreneuriat au Québec. Donc, je suis impliqué sur un conseil de l'innovation. On a un innovateur en chef au Québec qui fait un excellent travail avec Luc Sirois. Donc, je fais partie d'un conseil pour essayer d'aiguiller un peu. Le modèle qu'on a créé beaucoup au Québec dans les dernières années, qui est depuis 20 ans, on dit toujours devenir entrepreneur. On a formé les étudiants à l'université, on les forme maintenant, on les a formés au cégep, on les forme au secondaire. On avait commencé à les former en garderie, devenir de futurs entrepreneurs. Je pense que ce modèle-là, je vais peut-être choquer les gens en disant ça, mais je pense que ce modèle-là, oui, c'est bien. Mais le modèle d'Expo, qui est, on démarre une organisation avec rien, avec 100 $, puis ça fait une entreprise qui fait 400 millions de chiffre d'affaires, c'est un modèle qui est plus vraiment possible aujourd'hui. Dans un contexte global où l'innovation, elle est mondiale, où quelqu'un peut avoir la même idée quelque part sur la planète et rapidement le faire. Il y a des capitaux beaucoup plus rapidement disponibles que c'était à mon époque. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, les ingrédients pour démarrer une société à succès sont plus les mêmes.
Donc, un entrepreneur qui élève une entreprise à coup de bras avec 100 piastres, l'histoire d'Exfo, c'est pas une histoire qui est très réaliste en 2023, là, presque 2024. C'est pour ça que j'ai tendance à donner comme conseil à nos gouvernements, ainsi de suite, puis nos stratégies d'innovation, qui est de dire, oui, on peut former les gens à devenir des entrepreneurs. Il faut les former plus à devenir des intrapreneurs dans bien des cas, pour joindre des sociétés qui auront des moyens ou éventuellement démarrer le propre business. Mais il faut avoir aujourd'hui 3 ingrédients de base. Il faut avoir une idée qui est révolutionnaire. Puis l'idée révolutionnaire, il faut être capable de l'amener au marché très rapidement. Fait que ça, il faut être assis là-dessus. Ça prend une équipe de gestion super aguerrie. Super aguerri. Le petit jeune qui, avec 25 ans, avec 100 piastres, démarre une business comme Jean Malamond il y a 38 ans. Désolé, c'est plus un modèle qui est vraiment possible tant que ça aujourd'hui, selon moi. Je suis peut-être un peu pessimiste. Ça peut paraître pessimiste, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et puis, donc, ça prend des capitaux, ça prend vraiment d'expérience et ça prend vraiment un réseau mondial. Parce que l'innovation aujourd'hui, elle est disponible pour tout le monde sur la planète et quelqu'un, quelque part sur la planète, aura les moyens de faire la même chose un peu mieux et d'inonder le marché mondial. Alors nous, on était capable, avec un peu de chance, de risque qu'on a pris, comme par exemple le conseil numéro 1 qu'on me donnait toujours, c'est avec tes premiers produits, commence par les vendre au Canada. Puis quand tu les auras vendus au Canada, tu iras sur le marché d'exportation. Puis pour moi, c'était évident qu'il fallait pas faire ça parce qu'en réalité, j'avais des concurrents qui déjà se positionnaient, qui auraient pris nos idées puis qui les auraient déployées. Alors, le premier marché, le premier produit, on est allé immédiatement aux États-Unis. 6 mois après, on a ouvert l'ensemble de l'Europe. Puis après ça, on est revenu au Canada. Mais on a vraiment développé le marché américain et européen avant même d'être connu du tout. On avait eu la chance d'avoir, et je remercie quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle Michel André, qui était un exécutif chez Bell Canada à l'époque, et puis qui nous a fait confiance. Ils nous ont placé une commande pour, je pense que c'était 60 000 qui était cette année-là presque la moitié du chiffre d'affaires, autour de 86-87. C'était la moitié du chiffre d'affaires. Mais essentiellement, ça nous a permis d'aller vraiment sur les marchés d'export, de prendre une position, d'établir un brand, une marque de commerce qui est réputée dans son industrie et d'avoir du succès. Donc, ça prend des réseaux mondiaux où comme ce qu'on a fait, c'est pas la façon de faire dans le futur. Je le recommande pas. Ça prend vraiment des alliances, des partenariats. Ça prend beaucoup de capitaux, ça prend du management, beaucoup d'expérience. Et puis, c'est pour ça que je pense que démarrer une entreprise avec 100 $, c'est un concept, ça paraît bien dans un podcast, mais c'est pas un conseil que je donne, par contre, nécessairement à tous les petits jeunes. Mettez 100 piastres, puis allez-y au good luck. Oui, il peut y avoir des succès, mais un cas comme Exfo ne se crée plus comme ça aujourd'hui, je pense. Je l'entends. Je serais curieux de vous entendre également, Monsieur Lamont, sur le sujet des déploiements de capitaux. On dirait que souvent, aux États-Unis, on est prêt à déployer du capital plus rapidement pour des organisations technologiques. On le voit également ailleurs. Comment voyez-vous ça au Canada? Est-ce qu'on est prêt à prendre des risques assez rapidement pour déployer du capital? En fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une grande volonté présentement de déployer du capital de façon beaucoup plus agressive, beaucoup plus rapide, et ainsi de suite. C'est ce que je salue énormément, bien sûr. Je pense que le capital est disponible. Il n'y a pas du tout de limitation, quant à moi, au niveau des capitaux. Il faut maintenant choisir de ne pas financer toutes les entreprises, mais de choisir les meilleures entreprises qui pourront avoir un succès au niveau mondial. Et il faut être vraiment très sélectif. Donc, le modèle de développement du futur, c'est vraiment ça, c'est miser sur l'excellence. Il faut s'attendre à ce qu'on ne finance pas toutes les entreprises, mais les entreprises qui ont vraiment des business cases plus solides, pour eux, les capitaux seront toujours disponibles. Ça, c'est clair. Je terminerai, Monsieur Lamonde, peut-être avant de passer sur des questions plus personnelles. C'est quoi le futur de l'organisation dans les 12, 24, 36 prochains mois? Continuer à faire ce qu'on fait le mieux, c'est tenter d'amener des innovations, tenter de s'assurer qu'on est capable d'avoir des impacts, tenter de faire en sorte qu'on est capable de vraiment continuer d'innover, de croître sur les marchés mondiaux, puis d'amener vraiment de l'impact, de créer de la richesse ici, de continuer ce qu'on fait de mieux. Monsieur Lamonde, j'aime toujours terminer les podcasts en posant des questions à mes invités au niveau un peu plus personnel. Vous nous avez mentionné plus tôt que vous aimez la lecture. Quels sont des livres business que vous recommanderiez aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Moi, j'adore lire sur ce qui est process, ce qui est toutes sortes de choses. J'adore lire des biographies en passant. D'ailleurs, Barack Obama, enfin, plusieurs. Un de mes derniers livres, c'est The Power of Crisis, la puissance d'une crise. Comment on apprend dans une crise? D'un point de vue santé, on nous dit que la meilleure façon d'entretenir notre corps, c'est de lui faire subir des crises à l'occasion. Sauter dans un lac glacé, c'est important. The Power of Crisis, pour moi, qui est écrit par Ian Briner, qui est un livre qui montre justement dans les situations de crise comment on est capable de changer nos réflexes, de voir nos façons de faire. Pour moi, l'habilité d'un gestionnaire, c'est de rebondir rapidement.
Ça, c'est super important. Podcast, est-ce que vous en écoutez un peu? Énormément. J'en ai plusieurs que j'adore. Celui que j'écoute religieusement, je dirais, parce que je manque presque jamais une édition, c'est BBC Global News. C'est la BBC qui a un podcast qu'ils font tous les jours sur tout ce qui se passe sur la planète. Et pour moi, puisqu'Expo est une entreprise qui est dans 120 pays, ce qui se passe sur la planète, pour moi, c'est mon pain quotidien. Et j'adore tout ce qui est côté mondial, comme le montre, en fait, le petit tableau derrière moi, là, qui est vraiment centré sur la mondialisation puis la diversité, si on veut. Et dernière question, est-ce que vous avez une routine avant, pendant et après le travail? Pas vraiment. Je suis pas vraiment une personne de routine, mais je vais peut-être des fois aller courir le matin avant le travail, et parfois ça va être après. En fait, non, les choses sont très variables. Je suis pas vraiment un type de routine. Je peux pas dire que j'aime la routine nécessairement. C'est intéressant. Je sais pas si ça répond comme il faut, Antoine. 50% des gens qui viennent nous disent qu'ils ont une routine, 50% des gens nous disent qu'ils n'ont pas de routine. Donc, c'est très, très normal comme question. Monsieur Lamonde, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a eu une discussion fantastique. J'espère que les gens qui nous écoutent vont découvrir une belle organisation s'ils ne vous connaissaient pas déjà. Et si on va en savoir un petit peu plus, peut-être vous avez des postes ouverts ou quoi que ce soit. Votre site Internet, meilleur endroit pour vous rejoindre? Absolument. Donc, notre site Internet, on a toujours des postes ouverts. On a toujours une organisation qui est à l'affût de nouvelles idées, et ainsi de suite. Donc, une société qui est très ouverte, très globale dans son tissu même. On a toujours été une entreprise extrêmement diversifiée. Quand je recule, aujourd'hui, on parle de diversité comme étant quelque chose d'important. Expo était diversifié déjà à sa fondation. Je dirais que Expo, à 5 ans, avait déjà des employés de diverses cultures, langues et origines. Et pour moi, ça faisait partie, justement, de comment on est capable de se positionner comme organisation pour aller sur les marchés mondiaux, faire affaire avec des clients, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Asie, et ainsi de suite. Alors, comment on est capable de bien faire sans avoir des gens qui comprennent la diversité? J'ai toujours trouvé que c'était une super grande richesse. Alors, sur ce, merci beaucoup, Antoine, espérant que notre entretien puisse avoir été utile. Merci beaucoup, M. Lamonde. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.